Marjolaine, vous êtes sûr que c'est vraiment nécessaire comme reconstitution? Ah ben Mac, vous avez voulu revivre la Révolution, maintenant il faut aller jusqu'au bout. Hein. Oui, mais là j'ai peur. Ne vous inquiétez pas, la Révolution c'est pas que la guillotine, vous avez des choses beaucoup plus joyeuses à découvrir. Tout le monde sait que pendant la Révolution française, on a pris la Bastille, guillotiné Louis XVI et Marie-Antoinette. Mais saviez-vous que si le peuple français ne s'était pas soulevé, notre vie quotidienne ne serait peut-être pas la même aujourd'hui? C'est une révolte? Non, sire. C'est une révolution. Mac Lesguy va s'immerger dans la vie de nos ancêtres, guidé par Marjolaine Boutet, historienne et maître de conférences à la faculté d'Amiens. Combien ça coûte un pain comme ça? 56 €. C'est hors de prix. Il découvrira le quotidien du peuple en 1789. Il n'y a pas encore de tout à l'égout, on parle plutôt de tout à la rue. Que mangeait-on à l'époque? Comment vivait-on? Je vous amène de la compagnie parce qu'à l'époque on est aussi très sociable. Quand on a une dent à se faire arracher, on va voir le maréchal Ferrand. Pourquoi les conditions de vie des Français ont-elles mené à la Révolution? Quand on est dans une famille noble, on a tout ce qu'il nous faut pour vivre. Quand on fait partie du peuple des paysans, on travaille toute notre vie et on n'a qu'une chose, la misère. Vous allez plonger dans le Paris de 1789 comme jamais auparavant et vous vivrez tous les grands événements de la Révolution française grâce aux témoignages d'historiens du monde entier. Le peuple voit peu à peu Louis XVI non plus comme un souverain, mais comme un ennemi. La Révolution est avant tout une inversion des pouvoirs. À partir de maintenant, il n'y a plus de roi en France. Donc Marjolaine, c'est violent ces cris marins. 10 000 têtes doivent tomber ici, en France. Qu'a changé la Révolution dans la vie quotidienne des Français? Les principes de la justice qu'on connaît aujourd'hui sont établis à la Révolution. Notamment avec l'idée de liberté, d'égalité, de fraternité. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est à cette période-là qu'on ouvre les grandes écoles, comme l'école centrale ou Polytechnique. Que nous reste-t-il de cette époque? Par exemple, l'ancêtre de la vaccination pour protéger une maladie terrible à l'époque, la variole. Bienvenue dans la France de Louis XVI, de Robespierre et des sans-culottes. Bonjour citoyens. Bonjour citoyens. Bienvenue dans la vie des Français à l'époque de la Révolution. Notre aventure débute en région parisienne, à Villarceau, où des passionnés d'histoire ont reconstitué une rue à l'époque de la Révolution française. Marjolaine, pour moi, la Révolution française, c'est vraiment la terreur, les exécutions, la mort de Louis XVI, les guerres révolutionnaires. C'est vraiment une période sanglante de l'histoire de France. Ça, c'est un des aspects de la Révolution, c'est vrai. Mais vous allez voir que c'est aussi une période de joie, de liberté, d'invention extraordinaire. Et je vais vous le montrer grâce à ces reconstituteurs qui sont des passionnés d'histoire et qui vont vous plonger dans la Révolution comme si vous y étiez. Comme ces reconstituteurs, Mac Lesguy va maintenant devenir un Français de 1789. C'est parti. C'est parti. Avant toute chose, voyons à quoi ressemble cette France sur le point de se révolter. À l'époque, ces frontières ne sont pas encore les mêmes qu'aujourd'hui. À la veille de la Révolution, Nice, la Savoie, Monaco ne font pas encore partie de la France. Il faudra attendre la fin du 19e siècle pour cela. Et puis, il y a aussi des enclaves territoriales qui ne font pas partie de la France. Je pense à Avignon, qui appartient à cette époque-là au pape. La France de 1789 est un royaume. Louis XVI règne sur environ 28 millions de sujets. Je me déclare le premier ami de mon peuple que je me fais gloire de commander par droit divin. La population française se divise en 3 ordres. 1%, la noblesse,
1% le clergé et 98% ce qu'on appelle le tiers-État, qui va des artisans aux paysans, aux bourgeois, aux petits producteurs, aux marchands, bref, tous les gens qui ne font ni partie du clergé, ni partie de la noblesse. Depuis des siècles, le tiers-État, essentiellement composé de paysans, subit la domination de la noblesse et du clergé. On est privé de beaucoup de liberté quand on est un paysan et qu'on vit dans les campagnes françaises. Par exemple, on n'a pas le droit de chasser où on veut, on n'a pas le droit de cultiver où on veut, et puis on n'a pas le droit de dire ce qu'on veut. Il y avait des espions partout. Si on parlait contre le roi, contre la justice, contre la police, on avait droit à un séjour en prison. En plus de ce manque de liberté, ce qui caractérise la France d'avant la Révolution, ce sont les inégalités. Pour les nobles qui vivent des impôts que le peuple leur paye, alors qu'eux-mêmes n'en payent pas, tout va bien. Quand on est dans une famille noble, on a tout ce qu'il nous faut pour vivre. On a du temps, de l'argent, des loisirs. On coule sa vie délicieusement. En revanche, quand on fait partie du peuple des paysans, on travaille toute notre vie et on n'a qu'une chose, la misère. Cette misère s'aggrave quelques mois avant la Révolution. Mac Lesguy va en prendre toute la mesure en découvrant le quotidien d'un homme du peuple. Comment les inégalités sociales ont-elles mené à la prise de la Bastille, puis à une révolte nationale? Un premier élément de réponse se trouve dans cette rue reconstituée comme en 1789. C'est cette soupe populaire. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une soupe gratuite pour le peuple. Et qui l'organise? L'Église, des prêtres qui ont quand même à cœur de nourrir la population et qui ne vont pas laisser des enfants mourir de faim. Donc c'est un peu, en quelque sorte, l'ancêtre des Restos du Cœur, on peut le dire? Voilà. Messieurs, je peux goûter? Absolument. Alors, c'est une soupe extrêmement simple. Il n'y a que des légumes, bien sûr, pas de viande, très peu de sel, et quand même un morceau de pain pour vous tenir au corps pour la journée. Oui, c'est un peu une soupe très claire. Hein. C'est pas ultra nourrissant. Ah ben, c'est rudimentaire, mais quand vous n'avez pas d'argent, c'est déjà ça. À la veille de la Révolution, en ville comme à la campagne, même quand on a un salaire, on peut être contraint d'aller à la soupe populaire. Pour un ouvrier qui gagne en moyenne 20 sous par jour, avant même qu'il ait commencé sa journée de travail, tout est déjà dépensé. Parce qu'il faut qu'il paie le loyer, les impôts, les vêtements. À l'époque, une simple chemise coûte l'équivalent de 2 mois de salaire d'un ouvrier. À ces problèmes d'argent s'ajoutent, dans les villes, des conditions de vie quotidiennes qui paraîtraient insupportables aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que tout le monde est dehors, là? Eh bien, parce que à l'époque, une famille normale du peuple ne peut se louer qu'une seule pièce. Ça lui coûte 30% de son salaire. Cette pièce est insalubre, elle est sombre. Et donc, pour avoir de la lumière, on vit dehors, on travaille dehors, on s'occupe des enfants, tout ça dehors pour avoir de la lumière. Vivre dehors à Paris à la fin du XVIIIe siècle, cela signifie vivre dans la saleté. Mais qu'est-ce qu'il fait? À l'époque, Mac, il n'y a pas d'égout. Et donc, les déjections, les excréments sont jetés à même le sol dans la rue. Il n'y a pas encore de tout à l'égout, on parle plutôt de tout à la rue pour les déchets. C'est une société où l'hygiène intime est encore très peu développée et reste le privilège de la noblesse. Et c'est une société où l'air est souvent pestilentiel, encombré des détritus des différentes industries, des détritus ménagers. Et ça doit sentir extrêmement mauvais. Ça sent extrêmement mauvais et il n'y a pas d'éboueurs qui passent tous les jours pour enlever ces excréments. Et finalement, les premiers éboueurs, ce sont les animaux qui vivent eux aussi dans la rue. Ah bah attendez, ça ce sont des bourgeoises, c'est ça? Ah, ça, c'est un autre type d'animal. C'est une partie du peuple qui a réussi à s'enrichir en travaillant, qu'on appelle les bourgeois, et qui, eux, vivent dans des conditions de confort et d'hygiène extrêmement différentes. Dans les villes, les bourgeois, les nobles et le peuple vivent tous dans les mêmes immeubles, mais pas au même étage. À l'époque du XVIIIe siècle, on dit plus haut l'étage, plus bas la classe. Les classes nobles sont en général au premier et au deuxième étage, et les classes les plus pauvres sont sous les mansardes.
Il faudra attendre la généralisation des ascenseurs, une centaine d'années plus tard, pour que les étages élevés prennent de la valeur. Même si les bourgeois peuvent habiter au même niveau que les nobles, ils n'ont pas leurs privilèges. Ils ont en fait aussi peu de droits que les gens du peuple. Aujourd'hui, on a souvent tendance à confondre les bourgeois et les nobles. En réalité, à l'époque, ça n'a absolument rien à voir. Quand on est bourgeois, on n'est pas né noble. Et donc, ça veut dire qu'on n'a pas accès à tout un tas de métiers, à tout un tas de privilèges. Par exemple, on ne peut pas devenir officier dans l'armée. Par contre, quand on est bourgeois, on paye absolument les mêmes impôts que la plupart des gens du peuple. C'est justement à cause des impôts que la colère des bourgeois va s'ajouter à celle du peuple et entraîner la Révolution. Nous sommes au printemps 1789. La situation financière de la France est catastrophique. À la veille de la Révolution, l'État est au bord de la banqueroute. Il faut absolument trouver de l'argent. Il faut payer Versailles, il faut payer pour les fêtes de la cour, les fêtes du roi, les fêtes de Marie-Antoinette. En cette période de crise, la reine des Français ne change rien à son train de vie. Père de roi, Votre Majesté, c'est perdu. Oh, voilà. Je suis de nouveau sans le sou. Pour redresser les finances du pays, il faudrait que Louis XVI entreprenne des réformes profondes. Mais il se montre incapable de prendre la moindre décision. Pour être honnête, Votre Majesté, les perspectives sont peu encourageantes. Alors que les nobles et le clergé gardent tous leurs privilèges, le peuple et les bourgeois risquent encore de voir leurs impôts augmenter. Et pendant que dans toute la France, le peuple manifeste sa colère, les représentants des bourgeois réunis à Versailles décident d'en faire autant. Au printemps 1789, les bourgeois et les autres représentants du peuple décident de se désolidariser des institutions de l'Ancien Régime et de créer une assemblée du peuple. Ils prennent possession d'une salle dans laquelle on pratique un sport très répandu à l'époque, le jeu de paume. Allez, assez joué dehors, messieurs! C'est là qu'ils prêtent un serment qui va entrer dans l'histoire. Faisons le serment, ici et maintenant, de ne jamais nous séparer et de nous rassembler partout où les circonstances l'exigent jusqu'à ce que nous ayons donné à la France une constitution. En prêtant serment, les bourgeois et les représentants du peuple fondent la première assemblée. Ils veulent y créer des lois plus justes, mais Louis XVI ne leur accorde aucun pouvoir. Je déclare nul, illégal et inconstitutionnel les décisions de la prétendue Assemblée nationale qui s'est réunie malgré mes ordres. Je suis l'unique garant du bien de mon peuple. 3 semaines plus tard, ce pouvoir que le roi refuse au peuple, le peuple va le prendre par la force. Direction Fierville-les-Mines. C'est ici que McLesguy va découvrir pourquoi, en ce début d'été 1789, la colère du peuple va aboutir à la Révolution française. Un moulin à vent! Marjolaine, pourquoi est-ce que vous m'avez emmené face à un moulin à vent? Quel rapport? Eh bien, Mac, qu'est-ce qu'on fabrique dans un moulin? Dans un moulin, on transforme le grain de blé en farine. Ah, on va aller moudre du grain, c'est ça? Beaucoup mieux que ça. Ce moulin date du XVIIIe siècle. Il est l'un des rares à être encore en fonction aujourd'hui. Avant la Révolution, il y en a 10 000 en France. S'ils sont si nombreux, c'est parce qu'ils fournissent la farine qui sert à fabriquer l'aliment principal des Français, le pain. Si aujourd'hui on consomme entre 100 et 200 grammes de pain par jour, sous l'Ancien Régime, le pain est l'aliment de base. Et du coup, on consomme de 1 à 2 kilos par personne par jour. Si les Français à cette époque mangent beaucoup de pain, c'est parce que c'est le seul aliment nourrissant qui se conserve longtemps.
Alors Mac, je vous présente Didier. Bonjour grand Didier. Spécialiste du pain et qui va vous expliquer comment on faisait le pain en 1789. Avec grand plaisir. Didier, allons-y. Le pain que Mac va fabriquer dans ce four du XVIIIe siècle est celui que des Français ont dû manger juste avant la Révolution. Un pain dont les boulangers ont modifié la recette, tant le blé était devenu une denrée rare. Un mauvais été en 1788, un hiver rigoureux en 1789 ont considérablement réduit les réserves en blé de la capitale. Et du coup, durant le printemps 1789, les boulangers ont été amenés à faire des mélanges. Pour avoir la même quantité de farine, qui était devenue une denrée très rare, on rajoutait d'autres choses. Qu'est-ce qu'on rajoute? Parfois de la nourriture qu'on donnait aux animaux. Ça c'est quoi? On dirait de l'avoine? Du flocon d'avoine. Ça c'est quoi? Goûtez Mac. Non mais attends, je vais pas goûter ça, c'est quoi? C'est... Oh C'est de la sueur de bois. Non. Ah, c'est dégueulasse. Oh. Avoine, argile, son, sueur de bois. Évidemment, seul le peuple en est réduit à acheter ce pain frelaté. Les nobles continuent de s'offrir du pain blanc et pur. Ah oui, c'est du rude, là, hein? ça commence à... Oh, mais il faut des bras d'acier. C'est super dur. Même frelaté, le pain voit son prix s'envoler non seulement à cause de la pénurie de blé, mais également à cause d'un impôt qui fait particulièrement polémique à l'époque. Pour que le grain arrive des campagnes où il est récolté jusque dans les villes, imaginez-vous qu'à chaque passage de village, qu'à chaque passage de pont, vous avez une sorte de douanier qui prélève une quantité de grain en échange de votre passage. C'est ce qu'on appelle l'octroi, c'est une sorte de taxe. Ça veut dire que par exemple, une charrette qui part de la campagne avec 30 sacs de blé, quand elle arrive chez les boulangers dans Paris, il n'y a plus que 25 sacs. Exactement. Le reste a été prélevé à l'entrée des ponts ou des villes sous forme d'impôts. Absolument. L'octroi, c'est vraiment l'impôt de trop. C'est l'impôt injuste qui pèse sur les besoins de première nécessité de la population de Paris. Une taxe qui pèse donc sur le vin, sur l'alimentation. Pour prélever cet octroi qui va dans les caisses du roi, on entoure les villes de véritables enceintes, comme celle de Paris, percée de 54 barrières. À cause de cet impôt, le prix du pain n'a jamais été aussi élevé. Et son goût n'a jamais été aussi particulier. Après 1 heure de cuisson, il est temps pour Maclinsky de goûter celui qu'il vient de fabriquer. Hop. Magnifique. Avec de l'argile, du son et de la sueur. Une couleur un peu suspecte. Marjolaine. On y va. On sent la sueur. On sent qu'il y a des morceaux qui sont plus durs à l'intérieur. Hein. C'est pas du pain habituel. Combien ça coûte un pain comme ça en 1789 si on l'exprime en euros d'aujourd'hui? Ça ferait comme si cette miche valait 56 €. 56 €. C'est hors de prix. Totalement hors de prix. Il ne vous reste plus rien pour vous vêtir, plus rien pour acheter évidemment de la viande, c'est totalement impensable, et même pas assez pour manger à votre faim. 56 €. C'est 13 fois plus qu'aujourd'hui et c'est la moitié de ce que gagne chaque jour un ouvrier. En juillet 1789, ce prix exorbitant conduit les boulangers de Paris à mettre fin à une pratique jusqu'alors courante. Au XVIIIe siècle, il est de coutume pour le boulanger de faire crédit au peuple. Mais quand le peuple n'a plus d'argent, on arrête de faire crédit. Mais le pain, c'est l'aliment de base en France. Et le peuple décide de s'en emparer de force. Des émeutes s'ensuivent, on pille des boulangeries et on s'empare du pain. Très clairement, on peut dire que la rareté du blé, le prix du pain très cher qui en découle, c'est vraiment une des causes de la Révolution. Le prix du pain, les taxes sur le pain extrêmement fortes sont l'une des causes de la Révolution française. Entre le 10 et le 13 juillet 1789 à Paris, le peuple décide de mettre fin à l'octroi de la manière la plus radicale qui soit. Il détruit les barrières qui servent à récolter cet impôt. On estime à peu près que sur les 54 barrières, 40 sont brûlées dans la nuit du 13 au 14 juillet 1789. Quelques mois auparavant,
Le climat étant déjà tendu, Louis XVI a fait placer l'armée aux portes de la ville. Il faut imaginer qu'il y a 30 000 hommes qui arrivent tout autour de Paris et de Versailles. Et évidemment, ça sème la panique. On pense que le roi veut éventuellement écraser Paris. Face à cette menace, le peuple parisien décide de se défendre. Il est 10 h du matin. Les Parisiens vaquent à leurs occupations. À cet instant précis, personne n'imagine que les cris qu'on entend dans le quartier de la Bastille sont les prémices d'un événement qui va bouleverser la France. Avant la Révolution, la Bastille, c'est une prison d'État dans laquelle le roi peut enfermer des gens sur une simple lettre de cachet. La Bastille, c'est aussi un lieu militaire où on entrepose de la poudre, éventuellement pour défendre Paris en cas de besoin. 80 000 hommes ont pris de force des milliers de fusils et des canons dans la réserve d'armes de l'hôpital militaire des Invalides. Ils veulent maintenant récupérer la poudre stockée à la Bastille. À la fin de la journée, au terme d'une bataille acharnée qui fait de nombreuses victimes, la Bastille est prise. Un des symboles du pouvoir vient de tomber. Sire. Qu'y a-t-il? Sire, les Parisiens ont pris la Bastille. Pris la Bastille? Pourquoi? C'est une révolte? Non, sire. C'est une révolution. Comment une révolte parisienne a-t-elle pu devenir une révolution nationale? Après la prise de la Bastille, Louis XVI décide de ne pas réprimer l'insurrection. De ce fait, les bourgeois comprennent qu'ils ont les mains plus libres et qu'ils peuvent peut-être faire tomber définitivement l'Ancien Régime. Comme le peuple et les paysans, les bourgeois font partie du tiers-État. Ils profitent de l'immobilisme du roi pour faire de l'Assemblée qu'ils ont créée quelques mois auparavant un véritable contre-pouvoir. À partir de maintenant, même si Louis XVI règne toujours, son rôle va être de plus en plus limité. Désormais, le roi n'est plus un roi absolu. Il n'est plus seul à prendre des décisions et en particulier à faire la loi. C'est le début d'une période qui va durer 10 ans et qui va bouleverser de fond en comble la société française et le quotidien de nos ancêtres. 3 semaines à peine après la prise de la Bastille, les nouveaux députés votent une première loi totalement révolutionnaire. Je propose que tous les privilèges et les droits de la noblesse soient abolis. La conséquence principale de cette abolition des privilèges, c'est d'abord le fait que le peuple maintenant a le droit de chasser sur les terres. Le peuple a le droit d'utiliser le moulin sans payer de taxes aux seigneurs. Et surtout, le peuple ne travaille plus gratuitement pour ses seigneurs. À présent, le pouvoir n'est plus détenu par les 2% de la population que sont les nobles et le clergé, mais bien par les 98% que sont le peuple et les bourgeois. La Révolution est avant tout une inversion des pouvoirs. Cette inversion des pouvoirs va avoir des conséquences dans tous les domaines, à commencer par la manière dont on s'habille. Une nouvelle révolution est en marche. Pendant la Révolution française, on ne plaisante pas avec la mode. Une erreur vestimentaire peut même conduire à l'échafaud. Le vêtement devient un symbole politique dans la Révolution parce que les révolutionnaires veulent s'opposer au luxe aristocratique. Et de ce fait, s'habiller simplement devient une marque de soutien envers la Révolution. Que ne doit-on surtout pas porter pendant la Révolution si on veut garder la tête sur les épaules? Quel est le vêtement du parfait révolutionnaire? Que nous ont légué nos ancêtres en matière de mode? Mac, je vous présente Guillaume, historien du costume. Il va vous aider à vous mettre dans la peau d'un vrai révolutionnaire. Ah, très bien. Oui, parce que là, donc, j'ai un costume de noble, typique, début de la Révolution. Qu'est-ce que je dois changer ou enlever? Tout. On va d'abord commencer par les cheveux. Oui, j'ai une perruque. Eh bien, il faudrait voir les vrais.
C'est-à-dire que le citoyen libre porte les cheveux libres. Donc plus de perruque. Plus de perruque. Ensuite, vous avez mis la poudre, par exemple. J'ai mis de la poudre de riz, oui, comme tous les nobles. Il n'en faut plus. Il n'en faut plus. C'est vraiment une transformation radicale, un changement radical. Pourquoi? On veut se montrer maintenant non plus avec des artifices, etc., mais tel que la nature nous a fait. Comme le vêtement devient l'uniforme du citoyen, il devient porteur de nouvelles valeurs. Ces valeurs, c'est le confort, ces valeurs, c'est la sobriété, c'est l'austérité et c'est l'unité. Quand on est noble, on débarrasse ses vêtements de tout ce qui auparavant pouvait montrer qu'on était riche. Les cravates en dentelle sont remplacées par des foulards en toile de lin. Les manchettes disparaissent des manches des chemises. Et les broderies et boutons dorés sont remplacés par des motifs et des matières plus simples. Du côté des femmes, on abandonne les tenues encombrantes et chargées en motifs. Ce confort qui est de plus en plus à la mode à la Révolution touche aussi les femmes. On va se débarrasser de tous les ornements, de toutes ces dentelles, de toutes ces perruques, du maquillage aussi qui devient beaucoup plus simple. Et on arrive à une silhouette finalement un peu plus sobre. On garde un corset mais plus lâche pour permettre de davantage respirer. Et là aussi, on essaye d'être plus naturel. Chez les nobles et les bourgeois, la recherche du naturel entraîne un changement conséquent. Leur culotte est le signe distinctif de leur privilège. Pour faire profil bas, ils la font faire dans des tissus plus simples et beaucoup d'entre eux la remplacent par un vêtement qui fait aujourd'hui partie intégrante de notre quotidien, un vêtement que le peuple porte déjà depuis longtemps. Le pantalon. Le pantalon. Alors évidemment, le pantalon, c'est radicalement différent. C'est quelque chose de beaucoup plus large que la culotte. La culotte est moulante. Le pantalon va être large, va permettre beaucoup plus de mouvement. Si j'adopte ce pantalon à la place de la culotte que vous avez ou que j'ai actuellement, est-ce que je vais devenir ce qu'on appelle un sans-culotte? Eh bien justement. Alors c'est quoi un sans-culotte? Le sans-culotte est celui qui ne porte plus de culotte. Et ce sont, si vous voulez, les militants les plus radicaux des idées révolutionnaires qui revendiquent véritablement l'égalité, la liberté, la fraternité et qui vont notamment critiquer très fortement les aristocrates qui s'habillent encore avec des dentelles. Est-ce qu'il va y avoir des femmes sans culotte? Alors, vous avez quelques femmes qui ont essayé de porter le pantalon. Vous avez même des femmes qui se sont engagées dans l'armée, qui ont combattu. Mais c'est quand même très mal vu à l'époque de changer de genre. La Révolution française proclame la liberté du costume. Pour autant, cette liberté du costume, ça ne veut pas dire égalité entre les sexes. Et du coup, le travestissement est interdit en 1793. Ce qui fait que les femmes n'ont pas le droit de porter le pantalon. Vous savez quand est-ce que cette loi a été abrogée officiellement? Je dirais, j'en sais pas, vers 1850, 1900 peut-être? Eh bien non, cette loi n'a été abrogée qu'en 2013. Normalement, jusqu'en 2013, pour porter un pantalon, j'aurais dû demander l'autorisation à la préfecture de police pour des raisons de santé ou parce que je voulais monter à bicyclette ou à cheval. 2013, ça veut dire que c'est une loi qu'on avait oubliée un peu dans notre arsenal législatif et tout d'un coup quelqu'un s'est avisé il était temps de la supprimer. Elle n'était plus appliquée depuis longtemps. Pendant la Révolution, vont tout de même apparaître des symboles qu'hommes et femmes pourront tous porter, comme ce bonnet. Si vous êtes du côté de la nation, mettez le bonnet des patriotes. Le bonnet phrygien. D'où ça vient ce bonnet phrygien? C'était sous l'Antiquité le symbole des esclaves affranchis. Et donc à la Révolution, on ressort ce symbole issu de l'Antiquité pour montrer que le peuple a retrouvé sa liberté. L'autre grand symbole de la Révolution, c'est la cocarde tricolore. Tricolore composé du bleu et du rouge de la ville de Paris et du blanc de la royauté. En 1794, les trois couleurs de cette cocarde remplaceront les fleurs de lys du drapeau français. Notre drapeau actuel est donc un héritage de nos ancêtres révolutionnaires. Et voilà. Marjolaine, que pensez-vous de cette tenue de révolutionnaire? Vous êtes vraiment superbe. D'ailleurs, vous m'en voulez pas? Je vais faire un petit tour dans le Paris de l'époque. Allez-y, vous ne craignez rien. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Barbara, par ici. Les vêtements luxueux ne sont pas la seule chose que les nobles doivent abandonner pour faire profil bas. En public, ils ne se font plus appeler monsieur. Bonjour citoyens, bonjour citoyennes. Bonjour citoyens.
Bien. À partir de la Révolution, tous les Français doivent donc être égaux. Et cette égalité devient, pendant l'été 1789, le premier article d'une déclaration rédigée par les représentants du peuple qui fera date dans l'histoire. Entre 1789 et 1791, les représentants du peuple vont mettre en place les bases de notre société moderne, notamment avec l'idée de liberté, d'égalité, de fraternité. Les représentants du peuple rédigent notamment la liste des droits naturels et fondamentaux de tous les citoyens, quels qu'ils soient. Ils l'appellent la Déclaration des droits de l'homme et elle comporte 17 articles. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Égalité entre tous, liberté d'expression, justice équitable, reconnaissance de la nation, entre autres. Elle est achevée le 26 août 1789. Très vite, les élus du peuple mettent ces articles en application. Ils prennent alors des décisions qui ont de lourdes conséquences sur le quotidien des Français. Une en particulier. Les révolutionnaires décident d'interdire les corporations de médecins, les facultés de médecine, parce qu'à cette époque, pour pouvoir y entrer, eh bien, il faut avoir des privilèges. Et ça, c'est jugé inacceptable. Pendant la Révolution, plus besoin de diplôme. À côté des médecins établis, n'importe qui peut exercer. Mais au fait, où en est la médecine à l'époque ? Direction le château de Main-sur-Loire. C'est ici que Mac Lesguy va tester la médecine de la Révolution française et découvrir ce qu'elle a légué à notre médecine moderne. À l'époque, quand on est malade, appeler le médecin n'est pas forcément la meilleure idée. La grande mode à l'époque, c'est la pose de ventouse. Et pour ça, Jocelyne, spécialiste de l'histoire de la médecine et de la pose de ventouse, va vous montrer ce que ça fait. Ah ça, je serais curieux de tester. Ben, Jocelyne, je suis à vous. Eh bien, allons-y alors. Utilisé depuis le XVIIe siècle, le soin aux ventouses consiste à enlever l'air de petits pots en verre en chauffant l'intérieur, puis à les placer sur la peau du malade. Mais alors, comment ces ventouses peuvent soigner ma bronchite? Eh bien, si vous avez une bronchite, c'est que vous avez eu une humeur maligne. Une humeur maligne, d'accord. Absolument. Donc cette humeur, on va l'enlever, on va l'expédier à l'extérieur. Pour cela, les ventouses vont attirer votre peau, attirer votre humeur maligne, et donc la faire sortir de votre corps et vous guérir. Pendant la Révolution, la médecine est toujours basée sur la théorie des humeurs émise 2000 ans plus tôt par Hippocrate, un médecin grec de l'Antiquité. Selon cette théorie, le corps est composé de 4 liquides. La bile noire, la bile jaune, la lymphe et le sang. Et si ces 4 liquides sont en bon équilibre, à ce moment-là, le corps est en bonne santé. Si un déséquilibre survient, à ce moment-là, on a ce qu'on appelle une saute d'humeur, c'est-à-dire une crise, une maladie. On ne connaît donc toujours pas l'existence des microbes. On attribue ma bronchite à une humeur maligne. On essaie, par la ventouse, d'attirer cette humeur maligne vers l'extérieur du corps. Tout à fait. Oui, c'est une médecine qui ne servait à rien du tout pour toutes les indications de maladie. Est-ce que ça veut dire, Marjolaine, que sous la Révolution, la médecine ne fait aucun progrès? Évidemment, les microbes, on ne soupçonne pas leur existence. Néanmoins, à la Révolution, il y a quand même de grandes avancées. Par exemple, la variolisation, c'est en quelque sorte l'ancêtre de la vaccination pour protéger d'une maladie terrible à l'époque, la variole. La variolisation est un procédé importé d'Angleterre par un médecin d'origine suisse, Théodore Tronchin. Elle consiste à inoculer une souche faible du virus de la variole à une personne saine pour l'immuniser contre la maladie. C'est pendant la Révolution que le procédé se répand, faisant reculer la variole. Avant la variolisation, on estime que la variole fait environ 14 000 morts à Paris en un an. Un siècle plus tard, au moment où finalement les campagnes de variolisation ont été faites, eh bien, on divise les morts par 3. Un autre grand médecin de la période révolutionnaire, c'est le docteur Pinel, qui est le père de la psychiatrie moderne, puisque c'est le premier à ne pas enfermer les fous au fond des cachots comme on le faisait à l'époque, mais à essayer de les soigner, puisqu'il estime qu'ils sont atteints de maladies mentales. Auparavant,
les fous étaient considérés comme des individus dangereux et ils finissaient leur jour en prison. Fils d'un chirurgien, devenu médecin avant la Révolution, Philippe Pinel ne s'est pas contenté de les faire libérer. D'abord, il va permettre une meilleure connaissance de ce qu'on appelle la folie. Il va construire la classification des types de maladies psychiatriques. D'autre part, il va avoir un rôle très important dans la thérapie, mettant fin à des pratiques considérées comme barbares, comme la saignée, et au contraire privilégiant de nouvelles pratiques thérapeutiques, faire chanter les aliénés, les faire jouer. Bref, réintégrer le fou dans la communauté civique. Quant aux ventouses, si elles sont toujours utilisées aujourd'hui en médecine traditionnelle, c'est uniquement pour détendre les muscles. C'est pas désagréable finalement, on sent une petite sensation de chaud, ça vous tire. C'est pas désagréable ces ventouses. Non, ça ne fait pas de mal. Ça va, y a pas de marque. Impeccable. Bon, je vous fais confiance, hein. Seuls les bourgeois et les nobles ont les moyens de se payer les services d'un médecin. Quand on fait partie du peuple, on se débrouille avec les moyens du bord. Et c'est d'ailleurs bien souvent aussi efficace. Quand on n'a pas les moyens des nobles et des bourgeois, à ce moment-là, on va voir le rebouteux qui peut vous soigner avec des herbes, par exemple, ou quand on a une dent à se faire arracher, on va voir le maréchal ferrant. Alors évidemment, c'est beaucoup plus artisanal, mais ça coûte beaucoup moins cher. Sous la Révolution, après que les élus du peuple aient fermé les écoles de médecine, nombreux sont ceux qui profitent de l'autorisation d'exercer sans diplôme pour se remplir les poches. Les médecines alternatives sont en plein essor. Le bourreau aussi peut exercer la fonction de médecin. Il est proche des morts, il est considéré comme ayant un petit peu un pouvoir magique. Et en plus, il est propriétaire du corps des condamnés. Et du coup, il peut revendre de la graisse des condamnés, il peut vendre des morceaux de la corde des pendus. La médecine alternative la plus répandue est la fabrication de potions. On la pratique dans des herboristeries comme celle du château de Main-sur-Loire. C'est dans cet endroit, resté intact depuis plus de 200 ans, que Mac va maintenant fabriquer et tester un élixir très en vogue pendant la Révolution française. Jocelyne ? Oui ? Comment s'appelle ce remède qu'on va fabriquer? Alors c'est l'élixir de longue vie, car il prête longue vie à celui qui le boit. Il est censé rallonger la durée de vie, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Et puis il est censé tout soigner, du corps aux pieds, à la migraine, aux difficultés pour avaler, pour digérer, que sais-je encore. Ces potions sont les ancêtres de nos médicaments. Comme eux, elles sont faites à base de plantes. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Diverses plantes? Voilà, nous avons diverses choses. Nous avons du tilleul, nous avons vraiment un petit peu de tout. Un mélange de plantes? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Et tout d'abord, vous allez peut-être en préparer un petit peu. Regardez, je vous mets un petit peu de plantes et essayez de faire un bel apothicaire. Je bois, comme ceci. Aloès, tilleul, rhubarbe, gentiane, thériaque de Venise. Ces ingrédients aux noms familiers ou exotiques ont tous un point commun. Aucun ne permet d'allonger la vie. Mais nos ancêtres aimaient expérimenter. Tout était permis, même les choses les plus improbables. À l'époque, on aime aussi tout ce qui est nouveau et notamment ce qu'on ne voit pas. Et vous avez un grand charlatan de l'époque qui s'appelle Mesmer, qui prétend soigner les gens en les plaçant dans des baquets. Il leur fait tenir une corde et il prétend que le magnétisme animal que chacun dégage vont se propager et que ça va les aider à se sentir mieux. Ça a un succès fou au XVIIIe siècle. Bien qu'interdit dès 1784, le mouvement du mesmérisme se prolongera jusqu'au début du XIXe siècle. Mac va pouvoir enfin tester l'élixir de longue vie. Ben voilà, je peux goûter? Pas tout de suite, dans 2 ans. Dans 2 ans? Il faut que ça macère pendant 2 ans. Exactement, 2 ans, c'est là où c'est mieux. Donc je pourrais pas le goûter alors, c'est triste. Bien sûr que si, Mac. Je vous en ai réservé de l'ancien. Ah, c'est ça? Absolument, et celui-là a plus de 2 ans.
Donc il est parfait. Il a été filtré. Oui. Parce que ça sent drôle. Je suis d'accord avec vous. Tenez. Pas trop. La dose doit être petite. Bon appétit. Oh. J'ai jamais rien bu d'aussi... c'est âcre, c'est amer, c'est affreux. Les représentants du peuple ont-ils goûté cet élixir pendant la Révolution? Toujours est-il qu'en 1794, ils décident de mettre fin à l'anarchie qui règne dans la médecine. Concrètement, ça se traduit aussi par la création d'écoles de santé, c'est-à-dire par la volonté de mieux former et de contrôler surtout par l'État la formation des médecins en France. Il faudra attendre 1803 pour que, enfin, l'exercice de la médecine par ce qu'on appelait les charlatans ne puisse plus être finalement permis. Une chose est sûre, si la durée de vie des Français augmente à la fin du XVIIIe siècle, ce n'est pas grâce au progrès de la médecine. Au début du XVIIIe siècle, on a en moyenne une espérance de vie de 25 ans, alors qu'à la fin du XVIIIe siècle, on peut espérer en moyenne vivre 30 ans. Ce qui a pu aider nos ancêtres à vivre plus vieux, c'est l'évolution de leur hygiène. Elle connaît un changement notable, le retour de l'eau. Au début de la Révolution, les Français redécouvrent une pratique qui avait été abandonnée depuis le Moyen Âge. Regardez Mac, une autre pratique révolutionnaire de l'époque, le bain. Depuis les épidémies du Moyen-Âge, l'eau est associée aux maladies et en particulier à la peste. À la fin du XVIIIe siècle, ces épidémies s'éloignent du quotidien, ne représentent plus une menace. Et du coup, on redécouvre les qualités de l'eau et en particulier ses vertus hygiéniques. Attendez. Oh, c'est une baignoire qui est en métal. Pourquoi? Pour qu'elle soit plus légère quand elle est vide, évidemment, et qu'on puisse la transporter parce qu'il n'y a pas de salle de bain. En général, on se baigne dans sa chambre et puis quand le bain est terminé, on range la baignoire. Pendant la Révolution, le bain n'est pas encore très répandu. Il faut dire que remplir une baignoire est loin d'être aussi simple qu'aujourd'hui. Pour cette baignoire, imaginez-vous, il faut transporter 50 seaux d'eau que l'on fait chauffer, bien sûr, dans la cheminée avant de les amener dans la baignoire. 50 seaux d'eau à transporter, à chauffer, c'est fastidieux, il faut des domestiques pour ça. Évidemment qu'il faut des domestiques, donc c'est un bain réservé aux plus riches. À l'époque, les bains sont donc destinés à des privilégiés qui ont les moyens de payer des porteurs d'eau. À Paris, certains disposent même d'un système mis en place par Jacques-Constantin Perrier et son frère en 1781, l'eau courante. L'eau courante existe, mais pour une toute petite minorité de personnes à Paris. Il y a une société qui s'occupe de ça, mais évidemment, c'est la plupart du temps dans les hôtels aristocratiques qu'elle arrive. Ce n'est que 100 ans après la Révolution que l'eau courante se généralise à Paris. En revanche, pour les campagnes les plus reculées, évidemment, ça prend beaucoup plus de temps. Il faut attendre la fin des années 1980 pour que l'eau courante arrive chez tous les Français. Pendant la Révolution, le peuple se lave dans les rivières quand il vit à la campagne. Dans les grandes villes, ce n'est pas forcément une bonne idée. À Paris, c'est la Seine. Mais la Seine, on y déverse des déchets, on y déverse du sang, on y déverse des bouts d'animaux morts, ce qui fait que la couleur de l'eau n'est jamais transparente. Quand on veut prendre un bain dans les villes, il reste la solution des bains publics. Pour l'équivalent de 2 jours de salaire d'un ouvrier, on peut s'y laver et utiliser les produits de toilette de l'époque. Alors qu'est-ce qu'on a pour se nettoyer la peau? Attendez, je vois ça. Du savon? Du savon de Marseille, qui était utilisé pour la lessive jusque-là et qui maintenant est utilisé pour se laver la peau. Ça, qu'est-ce que c'est? Oh, bah, ça, c'est du talc. Ça, c'est du talc pour s'adoucir la peau après le bain. Comme aujourd'hui, on met sur les fesses des bébés. Exactement. Ça, qu'est-ce que c'est, cette poudre? Alors ça, c'est du dentifrice. C'est fait à partir d'os de seiche. C'est un produit extrêmement abrasif. Je ne vous conseille pas de l'utiliser aujourd'hui, mais en détartrant, c'est absolument efficace. En France, on se nettoie les dents depuis l'Antiquité, avec les doigts. Pendant la Révolution, la brosse à dents existe déjà, mais il faudra attendre 60 ans et la construction de la première usine de brosse à dents à Beauvais pour que son usage se généralise. Bah, je testerai bien le bain de l'époque, moi. Allez. Hop. Oui, alors attendez une seconde.
à l'époque, on se baigne en chemise. On se baigne tout habillé, pourquoi? C'est la Révolution, d'accord, mais des siècles de catholicisme ont laissé des traces. On reste extrêmement pudique. Ah, pas question vraiment d'exposer son corps. Très bien. Bon, ok. je vous laisse vous changer. Eh ben écoutez, on va tester ça. À tout de suite. À tout de suite. Alors, elle est bonne? Ah, Marjolaine, c'est divin. Cette baignoire est extrêmement confortable. Vous pouvez me passer l'éponge, s'il vous plaît? Oui. Eh bien, si je peux me permettre, il vous manque encore un petit quelque chose. Ah bon? Mais qu'est-ce que c'est? Du lait. Du lait? Mais pourquoi vous mettez du lait, Marjolaine? C'est pour adoucir la peau? Aussi, mais surtout pour rendre l'eau un peu plus trouble. D'accord. Et alors? Vous pouvez entrer. Qu'est-ce que vous faites? Je vous amène de la compagnie parce qu'à l'époque, on est aussi très sociable. Comment ça, on est très sociable? Ça veut dire que pendant qu'on prend son bain, il y a vos amis, vos clients, vos relations d'affaires qui viennent vous voir? Absolument, vous profitez de ce temps pour avoir une conversation agréable avec vos amis qui viennent vous tenir compagnie pendant ce moment de relaxation. Et c'est pour ça qu'on m'a mis du lait. Absolument. Et la chemise. Et une chemise, bien sûr. Je vous laisse, je suis sûre que vous avez beaucoup de choses à vous dire. Bon, bonjour. Bonjour Mike. Comment allez-vous? Écoutez, très bien, ce bain est extrêmement confortable. Tenez, puisqu'on est là, est-ce que vous savez ce qu'il se passe en 1791? Absolument pas. Ah c'est une histoire absolument extraordinaire. En 1791, le peuple français profite pleinement dans sa vie quotidienne d'une toute nouvelle liberté que lui accorde l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme. La liberté des pensées et des opinions. Aujourd'hui encore, on en entend parler chaque jour sous un autre nom. Citoyens! Citoyens, écoutez-moi! L'Assemblée a décrété la liberté de la presse! Nous vivons encore aujourd'hui largement sur l'héritage de cet article 11 qui permet en effet à tout à chacun de pouvoir s'exprimer librement dans la presse mais aussi sur les réseaux sociaux. De nos jours, lire le journal ou échanger sur les réseaux sociaux nous paraît banal. Mais sans cet article 11, cela pourrait nous conduire en prison. Avant la Révolution, le peuple n'a jamais connu la liberté d'expression. Un nouveau métier voit alors le jour. Avant la Révolution française, on estime à une dizaine de journaux qui sont diffusés sur l'ensemble du royaume de France. Au lendemain de cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à partir de juillet et entre juillet et septembre 1789, on estime à peu près à 200 journaux qui sont créés rien qu'à Paris. En 3 ans, 500 titres vont naître en France. À l'époque, le journal coûte l'équivalent de 6 €. C'est 3 fois plus qu'aujourd'hui. Mais cela n'empêche pas l'information d'arriver jusqu'au peuple. Quand on n'a pas les moyens ou quand on ne sait pas lire, on va écouter l'un des nombreux crieurs publics. Une profession que va immédiatement tester Marc Lesguy. Mes amis, laissez-moi vous lire le dernier numéro de l'Ami du Peuple par Marat. Jean-Paul Marat, c'est d'abord un médecin, mais c'est aussi un journaliste qui se fait connaître dès le début de la Révolution pour ce journal qui s'appelle l'Ami du Peuple. Je n'aime pas à capituler sur les droits dont il est indispensable que le peuple conserve la plénitude. Pendant la Révolution, les journaux ne se contentent pas de transmettre des informations. Leurs auteurs donnent leur opinion. Et dans le cas de Marat, ça peut aller très loin. 1000, 2000, 10 000 têtes doivent tomber ici, en France. Donc, Marjolaine, c'est violent ces cris Marat, hein? Il n'y a pas de limite, on peut tout écrire à l'époque? Oui, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 établit la liberté de la presse, la liberté d'expression. Donc à partir de là, on a le droit de tout dire. Et des gens comme Marat vont avoir justement des discours extrêmement violents pour provoquer, vous le voyez, la population, la faire réagir et faire avancer les idées de la Révolution. Les propos de Marat lui coûteront la vie.
Jugeant que ses écrits sont responsables de nombreuses morts, une jeune royaliste de 25 ans, Charlotte Corday, met fin à ses activités de manière définitive. Entre 1789 et 1793, la liberté d'expression est totale. Les cibles principales des journalistes sont l'aristocratie et Louis XVI. En juin 1791, le roi commet un acte qui va entraîner la colère de toute la presse française. Cela fait 2 ans que Louis XVI gouverne sous la contrainte de l'Assemblée du peuple. En fuyant Paris, il compte rejoindre ses partisans regroupés en Lorraine. De là, il espère lancer une contre-révolution avec l'aide éventuelle de l'Empire d'Autriche. Mais sa fuite est stoppée à Varennes, à 250 km à l'est de Paris. Alors la fuite à Varennes va véritablement constituer la première marche de l'échafaud pour le roi. Lors d'une halte du carrosse, Louis XVI est démasqué car un révolutionnaire a remarqué sa ressemblance avec l'effigie qui se trouve sur la monnaie de l'époque. Bonsoir. Sire. Quand le roi se fait arrêter et qu'il est ramené à Paris, la presse se déchaîne. Il va être mais vraiment attaqué, alors représenté en cochon, la famille cochon qui revient de Varennes, ou en gros gourmand, gros glouton qui se nourrit de son royaume et de son peuple. Toute la France se moque de Louis XVI, car si les journaux les plus lus sont imprimés à Paris, ils sont distribués dans tout le pays. Alors évidemment, l'information circule moins vite qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est habitué à être au courant des événements qui se passent dans le monde en un clic, en quelques secondes. À l'époque, c'est pas du tout la même chose. Les informations, c'est d'abord les journaux, et ces journaux, ils sont expédiés par les chevaux de la poste. Et donc, évidemment, ça met beaucoup plus de temps. Par exemple, pour qu'un cheval amène les journaux de Paris à Lyon, dans le meilleur des cas, il faut 2 jours, et parfois même 5 jours. C'est-à-dire que pour un événement qui éclate à Paris le lundi, au mieux, il est connu à Lyon le mercredi, voire le samedi. Dites-moi, Marjolaine, ce journal est écrit en français. Je me souviens qu'à l'époque, dans beaucoup de régions, on parle encore des langues régionales, autres que le français. Comment est-ce qu'on fait ? Cette presse qui se développe énormément à la Révolution va avoir pour effet de propager le français et de donner envie à de plus en plus de gens d'apprendre cette langue. Sur 28 millions d'habitants que compte la France, seulement 3 millions parlent français. Ils vivent en région parisienne. Le français n'est pas la langue majoritaire de la société d'Ancien Régime. Il faut savoir que partout, le patois prévaut. Le breton, l'auvergnat, le normand sont autant de langages qui sont utilisés couramment par la population qui parfois ne comprend pas le français. Et ce n'est qu'un début. À partir de 1790, nos ancêtres révolutionnaires prennent une série de décisions dont le but est d'unifier tout le pays. Il y a l'idée que si on unifie les manières de vivre, finalement, des Français, eh bien, on va les unifier et les rassembler dans la Révolution. Ce système est censé remplacer les 490 unités de mesure différentes qui coexistent en France. Mais ce changement ne va pas se faire en un jour, comme Mac va s'en apercevoir. Au revoir, citoyen. Par exemple, quand il s'agit d'acheter du tissu... On voudrait 2 mètres. Je ne vends pas en mètres. Comment ça, vous n'avez pas en mètres? Vous vendez en quoi, alors? Je vends en aune. En aune? Ah, oui. Qu'est-ce que c'est qu'une aune? Une aune, c'est 3 pieds. Une aune, c'est 3 pieds. Mais un pied, c'est quoi? 12 pouces. Un pied, c'est 12 pouces. Attendez, des pouces, des pieds, des aunes. Qu'est-ce que c'est que ce système? C'est un système très ancien de mesure fondé sur le corps humain. Regardez, un pouce, environ 2,5 cm. D'accord. Un pied, environ 30 cm. Oui. Et donc, une aune qui fait 3 pieds. 90 cm. Exactement. Et en plus de ça, vous avez des zones différentes selon les villes. Vous voulez dire que, par exemple, dans chaque ville. L'aune de Paris n'a pas la même longueur Celle de Bordeaux ou de Lyon, non? Ouais, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et dès le début de la Révolution, l'Assemblée nationale décide de mettre en place un nouveau système qu'on appelle le système métrique. Cette tâche est confiée à l'Académie des sciences. Elle crée le mètre, le kilogramme et le litre.
Si on crée ces unités universelles, c'est pour faciliter la relance de l'économie. Mais alors attendez, parce qu'on est au cœur de la Révolution, pourquoi est-ce que vous, Françoise, vous continuez à me vendre du tissu en aune et pas en mètre? Parce qu'il faut s'habituer. Rappelez-vous, Mac, le passage à l'euro. Ne me dites pas que du jour au lendemain, vous avez cessé de convertir en francs. Ah non, pendant des années, des mois, on a calculé en francs simultanément en euros. Il va falloir combien de temps pour que toute la France adopte ce système métrique? Une trentaine, voire une quarantaine d'années. Hein. Il y a d'autres domaines comme ça où ils ont cherché à rationaliser? Oui, absolument. À la Révolution, on veut que la raison triomphe, l'esprit scientifique sur la croyance, la superstition, et notamment, on va rationaliser le calendrier. Le calendrier républicain se compose de 10 mois, eux-mêmes décomposés en 30 jours. Et ces mois, ils prennent les noms, finalement, de la vie la plus quotidienne des Français, c'est-à-dire des paysans. Par exemple, la période à cheval entre mars et avril, qui correspond au début du printemps, est appelée germinale, car c'est le moment où les graines germent. Et pour les noms des jours, on éradique toute référence religieuse, comme Pâques ou la Saint-Jean. Ils sont choisis pour représenter aussi les choses les plus importantes du quotidien des paysans, c'est-à-dire les animaux, les outils agricoles, les plantes. Donc, finalement, le calendrier doit représenter les Français dans leur vie quotidienne. Après la Révolution, le calendrier républicain, jugé trop compliqué, est finalement abandonné pour revenir au calendrier grégorien que nous utilisons aujourd'hui. Pendant la Révolution, l'Assemblée du peuple réorganise aussi le territoire. Jusque-là, la France était découpée en provinces qui avaient toutes des statuts différents. Elles sont remplacées par 83 départements gérés tous de la même manière. Cette France réorganisée voit un nouvel événement secouer la vie quotidienne de ses habitants. En 1792, cela fait près de 3 ans que la Révolution a éclaté et que Louis XVI, même s'il est toujours roi, a été contraint de renoncer à une grande partie de son pouvoir. Au fond, Louis XVI n'a jamais vraiment accepté d'avoir perdu son pouvoir exécutif de faire appliquer les lois. Il ne joue pas le jeu de la Révolution. Il tente de fuir, il s'oppose à beaucoup de lois. Pour lui, la Révolution est un coup d'État politique, une prise de pouvoir illégitime. Et il n'est pas le seul à le penser. Les monarchies voisines d'Autriche et de Prusse s'inquiètent de la propagation des idées révolutionnaires. Leurs souverains souhaitent protéger ce qu'il reste de la monarchie en France. C'est le début d'une guerre qui va durer 5 ans. Cette guerre, elle a évidemment des conséquences très concrètes, parfois dramatiques pour les Français, surtout pour ceux qui vivent dans les régions occupées. Des femmes sont violées, des populations civiles sont massacrées par ces soldats. Mais pour l'ensemble de la population française, par exemple, quand on vit loin de ces zones de guerre, on a au quotidien la peur d'être envahi. La panique gagne le pays. L'opinion tient Louis XVI, beau-frère de l'empereur d'Autriche, pour responsable du conflit. Le peuple voit peu à peu Louis XVI non plus comme un souverain qui protège le peuple, mais comme un ennemi. Et on commence à penser un système politique où le roi n'aurait aucun pouvoir et même serait absent. Le 10 août 1792, 80 000 Parisiens envahissent le palais des Tuileries pour forcer le roi à abdiquer. Voyez vous-même, madame. Tout Paris, madame. Comment résister? Acculé, Louis XVI se réfugie avec sa famille à l'Assemblée nationale qui lui garantit sa protection. Je viens ici pour éviter un grand crime. Je pense que je ne peux être en sécurité que parmi vous. Sire, vous pouvez compter sur la fermeté de l'Assemblée nationale. Trois jours plus tard, sous la pression du peuple parisien, le roi et sa famille sont emprisonnés à la tour du Temple. Le mois suivant, le 22 septembre 1792, l'Assemblée met fin à 1300 ans de monarchie en France.
ce jour mémorable, la monarchie est abolie en France. Quand la République est déclarée, le roi n'a plus de pouvoir. Il est devenu un citoyen comme un autre, Louis Capet. On considère qu'il a mis à mort des tonnes de gens, qu'il a enfreint les règles de la Constitution et donc, il doit faire face à ses crimes, il doit être jugé. Louis XVI n'est plus roi, mais il n'est pas n'importe qui. Et même si la Révolution lutte pour l'égalité entre tous, en prison, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Les conditions dans lesquelles Louis XVI et sa famille sont détenus ne sont pas des conditions ordinaires. Il va avoir un certain luxe. On continue à vivre sa vie, à boire le thé, à boire le café. Sous la Révolution, on ne gomme pas pour autant toutes les inégalités. Par exemple, quand on est plus riche, on est à la pistole, c'est-à-dire qu'on peut même finalement amener des valets ou des serviteurs. Mais quand on est pauvre, eh bien, on va avec les pailleux, c'est-à-dire qu'on dort sur de la paille, dans des endroits qui sont évidemment pas très propres et dans lesquels on ne prend pas beaucoup d'égards vis-à-vis d'eux, surtout s'ils n'ont pas beaucoup d'argent. À l'époque, les prisonniers sont gardés dans des cellules comme celle-ci, qui est restée intacte depuis la Révolution. C'est ici que Mac découvre la dure condition de pailleux. Dites-moi, Marjolaine, qu'est-ce qui change pour un prisonnier pendant la Révolution? Par rapport à l'Ancien Régime, c'est quand même beaucoup mieux. Vous êtes en un seul morceau, aucun de vos membres n'est cassé, vous n'avez pas eu les ongles arrachés. Les ongles arrachés? Pourquoi j'aurais eu les ongles arrachés? Parce que sous l'Ancien Régime, les interrogatoires se font systématiquement sous forme de torture, parce qu'on pense que la douleur garantit la sincérité de vos aveux. Avant la Révolution, la torture était systématique lors des interrogatoires. Après la Révolution, la justice devient plus équitable. Dorénavant, quand on est devant la justice, on sait pourquoi on est arrêté. On a droit à un procès public devant tout le monde et on connaît la sentence après délibération d'un jury. Il est de mon devoir de vous informer que la Convention a pris la décision de vous assigner devant un tribunal. L'accusation sera portée à votre connaissance en bonne forme et en son temps. Vous avez la possibilité de choisir votre avocat. Ainsi soit-il. Donc, à partir de la Révolution, évidemment, c'est plus la justice du roi, ça devient la justice du peuple, comme aujourd'hui. Absolument. Les principes de la justice qu'on connaît aujourd'hui sont établis à la Révolution. Avant, ça n'existe absolument pas. Sous l'Ancien Régime, vous pouviez être soumis à la justice royale ou à la justice divine. Le clergé aussi pouvait vous enfermer, vous torturer et parfois vous tuer. L'Assemblée du peuple vote de nombreux changements. Désormais, les juges ne viennent plus de la noblesse, ils sont élus. Ils ne jugent plus de manière arbitraire, mais en suivant les lois du premier code pénal, rédigé en 1791. Ces lois en 1791 que l'on crée sont extrêmement modernes. Par exemple, le droit au divorce, la dépénalisation de l'homosexualité ou encore le droit à la légitime défense. Autre grande avancée de notre société, le mariage est dorénavant civil, il n'est plus uniquement religieux. Le premier code pénal a posé les bases de notre justice moderne. La gratuité, le droit à un ou plusieurs avocats, le droit de faire appel et surtout l'égalité. Si la justice est équitable pour le peuple, pour les adversaires de la Révolution comme Louis XVI, elle est beaucoup plus dure. En décembre 1792, le roi déchu est jugé non par un tribunal populaire, mais par les députés eux-mêmes. Tentative de corruption des députés. Tentative d'évasion. Massacre du Champ de Mars. Non, monsieur, ce n'est pas moi. Le sang des citoyens a été versé au Champ de Mars. Qu'avez-vous à dire? Je déclare que j'ai la conscience tranquille. Alors là, il exagère. Le procès ne dure que 16 jours. S'ensuit un débat qui aboutit le 15 janvier à un verdict sans appel. La mort. Je vote la mort. La mort, dans les 24 heures. Ceux qui hésitent à frapper un tyran ne méritent pas le nom de républicain. Je vote pour la mort. La mort. La mort. La mort. La mort. La mort.
Mac Lesguy va maintenant vivre les derniers instants de Louis XVI. Comme lui, il va être préparé pour l'échafaud. Eh bien, on va vous lier les bras derrière le dos pour bien vous cambrer, parce que vous allez subir la toilette du condamné. Comme énormément de gens à la Révolution, où on va guillotiner, si on peut dire, à tour de bras. Il faut dire que le climat est très tendu en France. En plus de la guerre contre l'Autriche, le fossé se creuse entre les révolutionnaires parisiens et la province. Lyon, Marseille, la Bretagne et surtout la Vendée, fidèles à la monarchie, entrent en révolte. Citoyen président, je demande la parole. À Paris, Robespierre, le député d'Arras, est devenu l'un des dirigeants les plus influents de la Révolution. Je suis né pour combattre le crime, et non pour le gouverner. Robespierre, c'est celui qui veut, dans un contexte très difficile, protéger à tout prix la République, quitte à faire voter des lois d'exception et très très dures. Vous avez une période d'environ 2 ans, entre 1793 et 1795, où vraiment la machine judiciaire s'emballe. Vous avez un tribunal d'exception qui se met en place, le tribunal révolutionnaire. On va avoir des milliers de gens envoyés à la guillotine, principalement pour des raisons politiques. C'est une triste période qui est restée dans les mémoires sous le nom de terreur. Personne n'a été condamné sans motif. Les gens sont en prison parce qu'ils ont dit bonjour une fois à un prêtre réfractaire. Si nous faiblissons maintenant, tout ce que nous avons construit s'effondrera comme un château de cartes. Une fois que le condamné à mort a les mains liées, on dégage sa nuque en taillant le col de sa chemise et ses cheveux, afin que rien ne puisse ralentir la lame qui va le décapiter. Il est temps. Mac Lesguy est maintenant prêt à tester l'invention du docteur Guillotin. Avant la terreur, ce médecin a proposé un projet de loi pour que tous les condamnés à mort soient exécutés par ce que l'on appellera plus tard la guillotine. Ironie du sort, il avait présenté cette invention à Louis XVI juste avant la Révolution. La guillotine n'est pas une vraie invention de Guillotin, il s'inspire de plusieurs machines qui sont déjà utilisées depuis longtemps, en Écosse, dans les pays germaniques, même en Italie. C'est propre, rapide et efficace. Guillotin, il perfectionne un tout petit peu les modèles qui existent jusqu'ici, il le rend un peu plus performant. Et puis surtout, comme médecin, il s'intéresse particulièrement à la souffrance éventuelle du condamné, donc il s'assure que la lame coupe rapidement la tête. Si je ne supportais plus les potences, avec mon illustre confrère, le chirurgien Louis, nous avons pensé à cette machine. Les condamnés seront décapités par l'effet de ce simple mécanisme. On ne sent pratiquement rien. Tout au plus, l'impression d'un souffle d'air frais sur la nuque. Je suis impressionné, monsieur Guillotin. Marjolaine, c'est quand même barbare, cette guillotine. Eh bien non, détrompez-vous, Max, c'est tout le contraire. En fait, c'est extrêmement perfectionné puisque ça permet de tuer en une seule fois et apparemment sans douleur. Et puis surtout, c'est le symbole de la Révolution parce que pour la première fois, les nobles comme les roturiers vont être exécutés de la même façon exactement. Parce qu'avant, il y avait, en fonction de la classe sociale, des moyens d'exécution différents. Effectivement, les nobles étaient décapités, mais soit à l'épée, soit à la hache. Et puis les roturiers, eux, ils étaient pendus, ce qui était extrêmement douloureux et pouvait prendre beaucoup de temps. Avant l'arrivée de la guillotine, les exécutions devaient durer longtemps et faire souffrir. Avant la guillotine,
Finalement, pour le peuple, c'était une sorte d'habitude d'assister aux exécutions parce qu'elles étaient publiques. Mais petit à petit, ça change à la fin du XVIIIe siècle et de plus en plus, les gens sont dégoûtés par cette violence qu'ils voient. Et donc la guillotine, c'est une réponse aussi à un dégoût du spectacle de la mort violente et lente. Le 21 janvier 1793, Louis XVI est lui-même victime de l'instrument qu'on lui avait présenté quelques années plus tôt. Nous sommes sur la place de la Révolution, qui est aujourd'hui la place de la Concorde. Alain, vous qui jouez le rôle du bourreau ici, j'aimerais comprendre exactement comment marchait une guillotine. Alors, la guillotine fonctionne de la façon suivante. Le condamné est sanglé sur cette planche qu'on appelle la bascule. Donc, elle bascule, j'imagine. Elle bascule. D'accord, on bascule comme ceci. Le condamné est avancé jusqu'à la lunette. Comme ça. On bloque son cou avec la lunette. Alors, on va mettre la pastèque à la place du cou du condamné, comme ceci. Voilà. D'accord. Et on actionne le mécanisme avec le couperet qui tombe. Alors, je voudrais bien voir ça. Impressionnant, hein? C'est terrifiant. Ça devient tellement facile à ce moment-là d'exécuter un condamné à mort que, quelque part, ça finit pas par faciliter les exécutions et augmenter le nombre de condamnations à mort? Effectivement, c'est facile, c'est rapide, et du coup, ça explique que pendant la Révolution, on ait eu la main un peu lourde, particulièrement en 1793 et 1794. Paradoxalement, cette machine qui normalement est censée humaniser la mort, l'accélère. On estime qu'il y a environ 35 à 45 000 exécutions pour délit d'opinion publique. Évidemment, c'est énorme. Entre 1793 et 1794, on exécute en moyenne 60 personnes par jour. Parmi elles, il y a la femme la plus détestée de France, la veuve de Louis XVI, Marie-Antoinette. Elle est condamnée à mort après 4 jours d'un procès surréaliste au cours duquel le tribunal révolutionnaire n'hésite pas à multiplier les fausses accusations, allant même jusqu'à faire d'elle une mère incestueuse. Conformément à la déclaration faite par le jeune Capet en présence du maire de Paris et du procureur de la commune, il apparaît que dans ce lit, il se commettait des actes de la débauche. C'est effroyable. Accusé, qu'avez-vous à répondre? Je ne répondrai pas, parce que la nature elle-même rejette une telle accusation. Marie-Antoinette est jugée coupable de trahison et exécutée le 16 octobre 1793. Et la guillotine, donc, elle va fonctionner jusqu'à quand en France? Jusqu'en 1977. Et la peine de mort a été en vigueur jusqu'à son abolition en 1981. Donc la guillotine aura servi quasiment 200 ans de l'histoire de France. Presque 200 ans. C'est impressionnant, hein? Tout à fait. Pendant la période de répression politique qu'on appelle la Terreur, la guillotine n'est pas le seul moyen de lutter contre les ennemis de la République. Nos ancêtres révolutionnaires pratiquent aussi la prévention. Pour cela, ils n'hésitent pas à empiéter sur un domaine jusqu'alors réservé à l'Église, l'école. Il ne faut pas oublier qu'avant 1789, l'éducation est un monopole de l'Église. C'était évidemment réservé à une toute petite élite, celle qui avait les sous de payer une éducation. Pour l'Assemblée du peuple, l'école doit appliquer l'un des grands principes de la Révolution, l'égalité pour tous. Dès 1789, elle devient gratuite. Certains mots doivent être bannis pour toujours. Par exemple, la place royale, elle est devenue... La place de la Révolution. Quand vous jouez aux cartes, comment s'appelle maintenant le roi de cœur? Pouvoir exécutif de cœur. Bien.
La grande perdante de ces réformes, c'est l'Église. Si les prêtres veulent pouvoir enseigner, ils doivent prêter serment à la nation. Et gare à ceux qui refusent. Les frères, prions pour notre saint défunt Louis. Dis-moi, citoyen curé, as-tu prêté serment à la Constitution? Je ne dépends que de Monseigneur l'évêque. Et Monseigneur l'évêque ne dépend que de sa sainteté, le pape! Je vois, tu es un réfractaire. Tu sais quel sort on réserve aux réfractaires? Pendant que les hommes d'église subissent la pression des révolutionnaires, dans les écoles, on ne forme plus de bons croyants, mais de bons citoyens. À partir de la Révolution, on n'enseigne pas seulement de quoi lire, écrire, c'est-à-dire ce qu'on enseignait auparavant. La grande nouveauté, c'est qu'on introduit aussi des sortes de cours d'éducation civique où on apprend aux jeunes élèves à aimer la Révolution, à aimer les lois et la République. En fait, l'idée, c'est que l'école doit apprendre à devenir un bon citoyen. Je suis un homme libre et pensant, né pour haïr les rois, n'aimer que mes égaux, servir ma patrie, vivre de mon travail et de mon industrie, adorer l'esclavage. Non, pas adorer, abhorrer. Abhorrer l'esclavage et me soumettre aux lois. Tu peux t'asseoir. Si aujourd'hui notre éducation est laïque et gratuite, nous le devons donc à nos ancêtres révolutionnaires. À partir de 1792, les valeurs républicaines sont omniprésentes dans la vie quotidienne. On les apprend à l'école, on les voit partout dans la rue, on les voit même sur les objets de la vie de tous les jours. Les plus patriotes, ceux qui en ont les moyens aussi, achètent des meubles décorés avec les signes de la Révolution, des assiettes pour décorer leur maison, etc. Et même quand on fait la fête, c'est pour célébrer la République. Pendant la Révolution, le peuple n'a pas arrêté de s'amuser, même pendant la Terreur. Oh ma reine! Ça ira, ça ira, ça ira! Les aristocrates de l'Angleterre! Il faut bien avoir conscience en 93 et 94, si effectivement au quotidien on peut être inquiété, suspecté, dénoncé, il y a beaucoup de Français qui ne vivent pas dans cette peur quotidienne et absolue. La première grande fête révolutionnaire est devenue notre fête nationale. C'est le fameux 14 juillet. Beaucoup pensent qu'on y commémore la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. Eh bien, pas tout à fait. Tous les 14 juillet, contrairement à ce qu'on pense souvent, on ne fête pas la prise de la Bastille, mais son premier anniversaire, c'est-à-dire le 14 juillet 1790. Cette date correspond finalement à la fête de la Fédération. Cette fête, elle est organisée à cette époque-là pour célébrer l'unité entre tous les Français. Le 14 juillet, on fête donc la prise de la Bastille, mais aussi son premier anniversaire, la fête de la Fédération de 1790. Celle-ci s'est déroulée sur le Champ de Mars, là où se trouve aujourd'hui la Tour Eiffel. Plus de 100 000 personnes y ont participé. Pendant la Révolution, dans toute la France, on célèbre la liberté. Voilà à quoi ressemble un bal révolutionnaire. On y danse, on y chante. Le tube de l'époque s'appelle la Carmagnole. La Carmagnole, c'est une chanson populaire qui vient du sud de la France. Elle est devenue l'hymne politique des sans-culottes à partir de 1792, bien qu'on ne sache pas qui l'a écrite. La Carmagnole est une chanson politique de la Révolution, mais c'est une chanson politique qui est aussi une chanson comique qui vise à ridiculiser le roi. On attaque le roi et la reine, qui sont surnommés Monsieur et Madame Veto, du nom de la capacité qu'a le roi à s'opposer à une loi. De nos jours, la Carmagnole est devenue une comptine pour enfants. Des enfants qui chantent donc innocemment un hymne révolutionnaire aux paroles explicites. Madame Veto avait promis, Madame Veto avait promis de faire égorger tout Paris, de faire égorger tout Paris. Mais il y a manqué, ne faisons point de quartier, dansons la Carmagnole.
Vive le son du canon. Danser et chanter en même temps, c'est épuisant. Pourquoi, si c'est l'hymne de la Révolution à cette époque, pourquoi ça ne devient pas l'hymne national? Eh bien parce que précisément c'est trop lié à ce moment de radicalisation de la Révolution qu'on va appeler la Terreur. En 1799, quand la Révolution s'arrête, Napoléon Bonaparte, dans un esprit de réconciliation nationale, va interdire la carmagnole et c'est finalement un autre chant révolutionnaire, la Marseillaise, qui deviendra notre hymne national. La Marseillaise, c'est d'abord un chant de guerre qui est mis en forme par Rouget de Lille, mais qui est en fait au quotidien chanté par des soldats pour se donner du courage au front contre les Autrichiens. La Marseillaise est écrite en avril 1792. Un an plus tard, on peut l'entendre sur tous les fronts. Et pour cause. 12 armées défendent les frontières du pays, attaquées par l'Angleterre, la Russie et l'Espagne. Ces 3 royaumes ont rejoint l'Autriche et la Prusse, déjà en conflit avec la France depuis un an, car ils ont peur que la Révolution ne se propage jusqu'à eux. La France est comme assiégée, elle est vraiment attaquée à toutes les frontières. Et même si la France est le pays le plus peuplé d'Europe, comme elle se retrouve face à toutes les armées européennes, on manque d'hommes. Donc très rapidement, on va comprendre qu'il faut organiser une levée en masse pour mobiliser toute la population. Aux armes, citoyens! Pour la première fois de son histoire, le peuple français tout entier doit participer à la défense de son pays. Il découvre alors une nouvelle valeur. Citoyens, citoyennes, la patrie est en danger. J'invite tous les volontaires à venir avec nous détruire la vermine monarchiste de par le monde. Marjolaine, là, on est en train de recruter des soldats volontaires. Je croyais que les armées à cette époque, c'était des armées de métier. Eh bien, effectivement, c'était des armées de métier jusqu'à la Révolution qui fait une innovation majeure. Ça s'appelle la levée en masse. Et c'est efficace, cette armée de volontaires? Extrêmement efficace. Au début de l'année 1793, on recherche 300 000 hommes pour se battre contre la coalition européenne qui attaque la France. À la fin de l'année, on a plus d'1 million d'hommes. 1 million d'hommes, ça devient une des premières armées d'Europe. C'est la première armée d'Europe et surtout, c'est la meilleure. À mon commandement! Ce qui fait de l'armée française la meilleure d'Europe, c'est non seulement la motivation de ces soldats qui se battent pour leur nation, mais c'est aussi son commandement. Dans les autres pays, on est général parce qu'on est noble. En France, les nouveaux généraux sont choisis pour leur valeur et non pour leur titre. À partir de 1792, l'armée française va enchaîner les victoires et partir à la conquête de l'Europe pour diffuser les idées de la Révolution. Pour la première fois, des soldats se battent non pas pour un chef, ils ne se battent pas pour une paye, ils se battent pour des idées, les idées de la Révolution auxquelles ils croient, pour défendre leur pays. C'est la première fois que les Français se battent pour un idéal, la patrie. Le patriotisme vient de naître. Ce pays qui découvre le patriotisme, la plupart des nobles l'ont fui depuis longtemps. Considérés comme des ennemis de la Révolution, ils se sont exilés à l'étranger. Cet exode va avoir une conséquence inattendue sur la vie quotidienne de nos ancêtres, la création des restaurants. Une fois les nobles partis, les cuisiniers de la noblesse se retrouvent sans le sou. Donc que vont-ils faire? Ils vont fonder leur propre établissement, ce qu'on va appeler aujourd'hui des restaurants. Et ces restaurants, ils vont permettre de diffuser la gastronomie qui était réservée à l'élite à l'ensemble de la population. À la différence des auberges qui laissaient mijoter toute la journée un simple pot-au-feu peu onéreux, dans les restaurants, on peut choisir entre plusieurs plats. Ce sont ces plats, dont beaucoup ont disparu aujourd'hui, que Mac Lesguy va découvrir. Grâce à Marie de Rasse, historienne spécialiste de la cuisine du XVIIIe siècle. Pour commencer, Mac va préparer le bouillon qui a donné leur nom au restaurant.
quelques années avant la Révolution, un certain monsieur Boulanger ouvre à Paris un établissement dans lequel il sert du bouillon. Et sur la devanture, il y a écrit « Venez vous restaurer ». Et par conséquent, on considère que son bouillon est restaurant, d'où le nom. En 1789, il y avait environ une cinquantaine de restaurants à Paris. À la fin de la Révolution, on en compte plus de 3000. Ce développement sans précédent des restaurants sous la Révolution peut être vu comme un des symboles de l'abrogation des privilèges, puisque dorénavant, la gastronomie est accessible à tous et à tous les prix. Les principaux clients sont alors des députés venus de province pour siéger à l'Assemblée nationale. Et comme ils n'ont pas d'endroit où pouvoir manger, ils se rendaient dans ces restaurants qui offraient à toute heure du jour des menus accessibles pour tout le monde. On mangeait et hop, on retourne à l'Assemblée. Alors Marie, pendant que le bouillon cuit, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va continuer avec un plat de poisson, une matelote. Le poisson. La matelote est un ragoût de poisson accommodé avec du vin et des échalotes. Pendant la Révolution, les restaurants proposent presque tous des plats à base de poisson, car on découvre une nouvelle tendance qui est encore très à la mode de nos jours. La cuisine, sous la Révolution, devient diététique. Avant, on mangeait gras, on mangeait sucré, on mangeait très salé. Maintenant, ce qu'on veut, c'est manger sain. On préfère les légumes, les fruits, quelque chose d'aérien. Les grands pâtés, le poulet, on laisse tomber. Dorénavant, on veut de la légèreté. Ce qui commence à changer à la période de la Révolution, c'est qu'on fait cuire les aliments moins longtemps qu'avant pour qu'ils aient plus de goût. On veut vraiment trouver le goût d'origine de l'aliment et donc on le cuit moins longtemps, comme c'est le cas pour ce poisson. On se rapproche petit à petit de la cuisine d'aujourd'hui. À une différence près. Aujourd'hui, pour faire cuire les aliments, on peut utiliser une cuisinière ou un four. À l'époque, il n'y avait que cette cheminée. Pourquoi est-ce qu'on pose pas la casserole directement dans le feu? On veut pas que ça accroche? On veut pas que ça accroche. Au lieu de tourner le thermostat, on approche plus ou moins nos casseroles, c'est ça? Tout à fait. Globalement, ça a les fonctions d'une plaque de cuisson et d'un four comme aujourd'hui. Oui, oui. Et bien maintenant, on va faire cuire les pommes de terre. Ah, les pommes de terre. Avant la Révolution, la pomme de terre est peu considérée et sert à nourrir les animaux. Jusqu'à ce qu'un scientifique prouve ses qualités nutritives et propose différentes manières de l'accommoder. À l'époque de la Révolution, les gens se mettent à manger de plus en plus de pommes de terre sous l'influence d'un monsieur qui s'appelle Parmentier et qui va vraiment populariser la pomme de terre et de nombreuses recettes, dont le fameux hachis qu'on connaît encore aujourd'hui. À l'époque, dans les cuisines des restaurants, on ose tout. Hop. Marjolaine, est-ce que vous avez déjà vu une omelette se faire au feu de bois? Jamais. Allez, regardez. Parfait, hein? Pendant la Révolution française, quand on sert une omelette, on y ajoute un ingrédient qui fait fureur à l'époque, car il vient d'être inventé, la fraise. Eh oui, la fraise que nous mangeons aujourd'hui a été créée juste avant la Révolution. Peu de temps avant la Révolution, il y a un monsieur qui s'appelle Fraisier, qui va trouver une fraise du Chili, qui va la croiser avec une fraise d'Amérique du Nord, et ça va donner cette nouvelle fraise qu'on appelle la fraise ananas, parce qu'elle est beaucoup plus grosse que la fraise des bois que l'on connaît jusque-là. Et à la Révolution, vraiment, c'est la folie des fraises. En plus, c'est rouge, ça rappelle le drapeau, la cocarde, ça marche très bien. L'omelette aux fraises a aujourd'hui disparu des cartes de nos restaurants, tout comme les concombres chauds, la glace au parmesan, grande tendance de l'époque, et les beignets de fraises. Mais d'autres plats nés sous la Révolution sont aujourd'hui les symboles de la France dans le monde entier. Alors il y a une sainte trinité qu'il faut retenir de la Révolution, c'est le champagne et le foie gras, qui existaient déjà avant la Révolution, mais qui, grâce à de nouvelles techniques, sont diffusés plus largement dans la société à cette période. Et c'est aussi le camembert qui apparaît sous la Révolution. Le camembert a été inventé pendant la Révolution par une fermière normande, Marie Harel. La recette a été développée avec un prêtre réfractaire. Ce prêtre était caché dans le château où travaillait Marie Harel. C'est donc pendant la Révolution, mais grâce à un prêtre anti-révolutionnaire, que le fromage symbolique de la France a été inventé. Alors,
Verdict sur la cuisine révolutionnaire? C'est fou, hein. C'est là quand même qu'on voit que même si on pose les bases de la gastronomie moderne, nos ancêtres révolutionnaires ont quand même des goûts, on peut le dire, qui sont sensiblement différents des nôtres. La période révolutionnaire est une période de tentatives, certaines réussies, d'autres moins. Même si la Révolution est une période riche en expériences culinaires, il ne faut pas oublier que c'est aussi une période de guerre. Depuis 1792, la France est en conflit contre ses voisins. Nous sommes en juin 1794, à Fleurus, aux Pays-Bas. L'armée française remporte une victoire décisive. La bataille de Fleurus, elle est importante parce que les armées françaises battent plusieurs armées européennes. Comme la guerre s'éloigne des frontières, les Français ne vivent plus au quotidien sous la menace permanente d'une invasion. La France peut s'apaiser et rentrer dans une période plus calme. Pourquoi moi? Pourquoi moi? La terreur, dont Robespierre est le symbole, est maintenant jugée inutile. Ses opposants y mettent fin de manière radicale. Ce qui provoque la chute de Robespierre, c'est que probablement la Révolution est allée trop loin dans la répression des contre-révolutionnaires et que surtout Robespierre incarne cette violence politique. Après la mort de Robespierre, la Révolution entre dans une nouvelle ère. Pendant 4 ans, le peuple se laisse aller à l'insouciance et il apporte à sa vie quotidienne une légèreté dont naîtront certains loisirs que nous pratiquons encore aujourd'hui. Cette dernière période de la Révolution s'appelle le Directoire. Cette période s'appelle le Directoire parce qu'alors la France est dirigée par 5 directeurs. Ces directeurs, ils sont choisis par les représentants du peuple et leur rôle, c'est de faire appliquer et exécuter les lois. Pourquoi 5 directeurs pour diriger le pays? Parce qu'on ne veut pas que tous les pouvoirs soient détenus par un seul individu, comme c'était le cas sous la monarchie. Pour voter les lois, l'Assemblée nationale est remplacée par un conseil législatif de 500 députés. Après les 2 années de violence de la terreur, ce directoire souhaite un retour au calme. Dans la dernière phase de la Révolution, ce qu'on veut, c'est avant tout éviter le retour de la phase la plus dure de la Révolution. Et du coup, ce qui importe aux élus du peuple, c'est d'éduquer les populations. Parce qu'on pense que des populations plus éduquées recourront moins à la violence, céderont moins à leur passion. Notamment, c'est à cette période-là qu'on ouvre les grandes écoles qui restent jusqu'à aujourd'hui, comme l'école centrale, l'école des arts et métiers ou Polytechnique. Pendant que le directoire crée ce qui deviendra l'élite de notre éducation, le peuple se lâche. Il veut se divertir et se dévêtir. Et cela va avoir des conséquences visibles et durables sur son quotidien. Mac Lesguy va maintenant participer à un bal de la fin de la Révolution française. À cette époque, on ose toutes les provocations. Marjolaine, ces danseurs et ces danseuses ont des tenues radicalement différentes de celles des révolutionnaires qu'on a vues tout à l'heure. Effectivement, Mac, regardez les costumes masculins. Très sophistiqués. Les costumes portés par ces danseurs sont des habits de nobles. À la fin de la Révolution, ils ne sont plus persécutés. Sortis de prison ou revenus d'exil, ils n'hésitent plus à se montrer dans toute leur splendeur. Pour un homme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, eh bien, montrer à nouveau son appartenance sociale et son élégance. Donc on est élégant, on porte une redingote, des belles chaussures avec des boucles, des pantalons très travaillés, des chemises avec des grands cols. Et chez les femmes, on multiplie un petit peu les tissus précieux qui montrent la peau, les mousselines, des choses comme ça. Ces vêtements sont aussi portés par une partie du peuple qui s'est enrichie pendant la Révolution et qui veut aussi prendre part à la fête. Le Directoire, c'est une période caractérisée par le renouvellement et l'explosion du luxe, de la consommation et de la volupté. Et du coup, l'industrie des loisirs connaît un succès sans précédent. Et tout ça. Par exemple, il y a des jardins payants dans lesquels on peut rentrer, aller voir des feux d'artifice, écouter des concerts qui se développent, le Tivoli, le Vauxhall, etc. à Paris notamment. Manège, spectacle, boutique, le Tivoli et le Vauxhall sont les ancêtres de nos parcs d'attractions actuels.
Et on va aussi beaucoup faire la fête en dansant notamment une danse extrêmement choquante pour l'époque qui s'appelle la valse. Pourquoi est-elle choquante? Eh bien, Marie-Pascale, professeure de danse, va vous expliquer pourquoi. Bonjour Marie-Pascale. Bonjour. Je vous confie. Merci. Alors, dites-moi tout. Bien. Alors, on est dans les bras l'un de l'autre. Il y a un contact. En effet. Très proche. On se cale un petit peu et c'est parti. 1, 2, 3, gauche, 2, 3, droit. La valse, c'est d'abord une danse populaire. Les mouvements sont assez libres, voire assez sensuels. C'est une danse mouvante, on dit à corps ouvert, et du coup, cette danse est jugée très vulgaire. 1, 2, 3, 1, 2, 3, gauche, 2, 3, droit, 2, 3. Bien que la valse soit décriée, certains nobles de la jeunesse dorée en affolent. On les appelle les incroyables et les merveilleuses. Les Incroyables et les Merveilleuses, c'est un peu la jeunesse dorée du Directoire qui développe un véritable art de vivre basé sur l'ostentation, la consommation, les plaisirs et surtout où on se moque de politique. Ces jeunes nobles revendiquent être contre la Révolution et ils n'hésitent pas à provoquer. Regardez, ces hommes et ces femmes portent un ruban rouge autour du cou ou un brassard noir qui sont un signe de deuil parce que l'un de leurs proches parents a été guillotiné. Ils vont encore plus loin dans la provocation en refusant de prononcer une lettre de l'alphabet. Une pratique de langage assez drôle qui se développe sous le Directoire, notamment chez les nobles, c'est le fait de ne pas prononcer la lettre R. Mais c'est incroyable. Vous savez qu'Hélène et moi étions de grandes amies. Nous passions des œufs à cueillir des plantes, des fleurs. On ne prononce pas la lettre R parce que c'est la première lettre du mot révolution et on veut l'enlever de tous les mots de la langue française. C'est merveilleux. Les Incroyables et les Merveilleuses sont une poignée, mais leur extravagance fascine les Français de la fin de la Révolution. Ils font s'envoler les ventes d'un type de presse qui connaît encore un beau succès de nos jours. Les Incroyables et les Merveilleuses sont un peu les people du Directoire. Et qui dit people dit presse people. Et du coup, il y a un véritable emballement médiatique pour ces personnes qui vivent en plein air leurs loisirs et leurs plaisirs. La merveilleuse qui fait la une de tous les journaux de l'époque, l'ancêtre de nos starlettes d'aujourd'hui, c'est elle, Madame Thalia. Madame Thalia, c'est une fille d'un riche banquier espagnol. C'est une des égéries des merveilleuses parce qu'elle dicte la mode, parce qu'elle invente de nouvelles façons de s'habiller. Elle porte ses bagues à ses pieds, par exemple, et aussi parce qu'elle conduit elle-même son carrosse et qu'elle fait montre d'indépendance et de liberté. Si le mouvement des Incroyables et des Merveilleuses ne dure que quelques années, la valse, elle, est arrivée jusqu'à nous. Musique. Les 4 dernières années de la Révolution nous ont légué bien d'autres choses. Le Directoire laisse un grand héritage à la République d'aujourd'hui. C'est d'abord l'abolition de l'esclavage, et puis enfin c'est la première loi de liberté des cultes et de séparation des églises et de l'État, c'est-à-dire c'est aussi la laïcité. Le Directoire marque avec faste les dernières années de la Révolution. Le 9 novembre 1799, un général de l'armée française, que ses nombreuses victoires ont rendu très populaire, décide de s'emparer du pouvoir. Bonaparte prend le pouvoir parce qu'il a l'impression que la Révolution risque encore de déraper. Il prend le pouvoir pour préserver les acquis de la Révolution, tout en réorientant la France vers plus d'ordre et plus de stabilité. En prenant le pouvoir, Napoléon met fin à 10 ans de Révolution française. 10 années d'inventivité et d'expérimentation au cours desquelles le peuple a pris son destin en main, nous laissant un héritage d'une richesse incomparable. Les droits de l'homme, la liberté, l'égalité, la vaccination, le code civil, l'éducation gratuite, la laïcité, le droit de divorcer, mais aussi nos unités de mesure, nos départements, notre camembert, notre hymne national, notre drapeau.
Marjolaine, pour moi, la Révolution, c'était Louis XVI qui se fait guillotiner, la terreur, les massacres. Mais j'ai découvert que c'est beaucoup plus que ça. Oui, la Révolution, c'est aussi une période de libération pour le peuple français. Et surtout, ça initie une ère de progrès qui se prolonge jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire qu'on est un peu les enfants de la Révolution? Absolument, nous sommes les héritiers de la Révolution. Toute cette période qui s'étend de la Révolution jusqu'à aujourd'hui, ça, j'aimerais bien que vous me le racontiez un jour. Avec grand plaisir. L'histoire au quotidien continue avec Mac Lesguy et la vie des Français à l'époque de Louis XIV, tout de suite sur M6.